Bonjour, bienvenue à la Tour des Anges. Bonjour les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu éreintée, on va dire. Voilà, vous voyez, déjà ça commence. J'espère que hier l'histoire était bien. Là, je vais essayer de la faire courte. Je pense que je referai pas ça. J'essayerai pas de faire 2 heures d'histoire. C'est une histoire de 2 heures en 2 parties. Hier, ça m'a tué. Mais bon, quand on veut faire plus plaisir aux plus jeunes, c'était très intéressant comme histoire. Aujourd'hui, nous allons voir de nouveaux mots. Ça sera les dernières. Après, on ira voir Dimitri, le dauphin, je pense. Oui, c'est ça. Le dauphin Dimitri, demain. La couronne. Si Corentin était le roi des canards, il porterait une couronne sur la tête. La couronne de Corentin, elle est là. Le roi Corentin. Alors, la couronne, ça s'écrit C-O-U-R-O-N-N-E. Je ne veux pas faire de faute quand même. Croissant. C-R-O-I-S-S-A-N-T. Un croissant. Un gâteau en forme de croissant de lune. C'est un croissant pour le petit déjeuner de Corentin. Ben oui, vous avez le croissant, le gâteau, enfin la viennoiserie et le croissant de lune. Voilà. Et ici, vous voyez le croissant de lune qui est tout petit, petit, petit. Et là, Corentin qui mange son croissant. Donc, excusez-moi, hop. Bon, après, on... Hop. Demain, ça sera le dauphin Dimitri. Le dauphin, c'est mon animal préféré, les enfants. Il est beau. Oh, je vous le fais voir quand même. Regardez. Il est là, Dimitri. Regardez comme il est beau. Vivement demain, hein. Alors, songe de lune. On n'est pas au mois de février, hein, on n'est plus au mois de mars. Ah! Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 mai. Alors, vendredi 12 mai. Je m'excuse. Le 12 mai. Le titre aujourd'hui, c'est le muguet tardif. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Le muguet tardif. Près du sentier, un pied de muguet poussait péniblement entre deux pierres. Pardon? La pauvre petite plante, plongeant loin ses racines dans le sol, s'efforçait de contourner les deux obstacles. Le rocher de droite enfoncé dans le sol l'arête coupant de son silex. Celui de gauche s'était égoïstement à l'endroit le plus frais pourvu de bon terreau. Parfois la tige parvenait à se hisser entre les deux rochers, mais les clochettes infaillibles ne s'ouvraient jamais.
Printemps après printemps, le pied de muguet humilié voyait à quelques pas de là ses cousins fleurir abondamment et se moquant de lui. Enfin, un cantonnier déplaça les pierres. Libéré, le muguet s'élança, secouant parmi les herbes ses jolies clochettes neuves. « Tu es en retard !» chanta le coucou. « L'an prochain, je serai le premier, foi de muguet !» Là, vous voyez le pauvre petit muguet. Vaut mieux tard que jamais. Vous voyez, entre les deux pierres, bah oui, il pouvait pas. Bah oui, il pouvait pas. Bah oui. Ouais, c'est parti. Bah, je fais que de bailler. Ça change pas. Je vais faire une toute petite pop. Bon, voilà, c'est vraiment une petite histoire. Hein. Conla, le prince aux cheveux d'or. Conla aux cheveux d'or était le fils de Con le vainqueur des 100. Un jour qu'il se tenait avec son père sur la colline royale d'Usna, il aperçut venir vers eux une dame de mise étrange et de grande beauté. Quand il se fut approché, il lui demanda quelle était et de quel pays elle venait. « Je viens de la terre de vie, lui répondit-elle, terre qui ne connaît ni crime aucune sorte, ni vieillesse, ni mort. Les mortels nous appellent fées des collines, car c'est au milieu des collines verdoyantes que dans les fêtes perpétuelles, sans ombre de querelle, nous passons nos heures innocentes. » Le roi et ses compagnons s'émerveillaient, car il entendait la conversation, mais seul Conla voyait la princesse. « À qui parles-tu donc, mon fils ?» dit le roi. Ce fut la dame invisible qui répondit. « Conla parle à la princesse de noble parentage, non sans beauté et qui jamais ne connaîtra l'âge ni la mort. J'aime Conla aux cheveux d'or, je viens pour l'emmener à Moimel, le pays des joies sans fin. Dès son arrivée, il y sera reconnu comme roi et sans déboire ni chagrin, à jamais il y régnera. Viens avec moi, chanterit Conla, aux joues vermeilles, au cou tavelé de son, aux ondoyants cheveux d'or. Viens avec moi, Conla, bien-aimé, et libre de la menace des rides. Tu garderas jusqu'au jour du jugement ta beauté mâle et digne de ta haute lignée. Dans son angoisse, le roi de Tara fit appel à son druide en le priant d'user de tout son pouvoir contre la magie de l'invisible fée. Ô Coran, maître de l'art mystique, rassemble tes incantations les plus puissantes, car si elle ne venait à mon secours, la magicienne des collines féeriques me ravirait mon fils. Le druide Coran sortit du groupe et se mit à proférer ses incantations contre la voix mystérieuse et magique. Pour cette fois, son pouvoir fut plus grand que le pouvoir de la voix et la femme invisible dut se retirer. Mais en s'en allant, elle jeta une pomme à Conla. Le roi et la suite retournèrent au palais durant tout un mois. Conla refusa toute nourriture et boisson, il ne goûtait qu'à sa pomme. Chaque jour, il la mordait et chaque soir, elle était entièrement et parfaite. Il ne cessait de se languir en pensant à la jolie Vierge des collines et s'endolorisant et s'assombrissait. Au bout du mois, il se tenait aux côtés de son père avec les nobles de la cour sur la plaine d'Arcona. Soudain, de la région du couchant, il vit s'approcher la même dame de beauté. La voix cette fois frémissante d'ironie contenue. C'est un glorieux sort, vraiment que celui de Conla, mêlé au pitoyable mortel de courte vie. Le cou toujours tendu à la hache de la mort, là-bas, au contraire, les enfants de Moimel, qui jamais ne ressentent les atteintes de l'âge, ni le froid, ni de la mort,
thème d'un amour mystique et te voyant guider avec ferme sagesse les assemblées de ta patrie. Ils t'attendent impatients de te faire leur roi. Le roi de Tara, repris d'angoisse, fit appeler son druide. En attendant ses ordres, la dame invisible lui dit « Vaillant Khon, vainqueur des sans-assaillants, la foi dans le pouvoir des druides connaît aujourd'hui piètre crépuscule. La loi de justice et d'amour monte-t-elle à l'horizon. Bientôt se recelaient les lèvres de ces suppôts barbus du démon. » Se tournant vers son fils qui muet semblait absent, Conla lui dit « Ton âme est-elle encore remuée par la voix ?»« Père, je suis affreusement partagé et malheureux. J'aime mon peuple grandement et pourtant la voix et la beauté de la dame me remplissent d'un profond et délicieux tourment. » Alors la Vierge des collines, à l'adresse de Conla, chantant ces strophes d'une voix suave. Le texte que je vais vous dire, c'est un chant. Voilà. La terre de jeunesse et de fraîche vigueur qui ne connaît l'affront du mal ni des pleurs se cache au lointain doré du couchant, aux bleus confins de l'océan, aux volants canaux de cristal doublant la roche de Fingal, nous emmène à la rive où le soleil arrive, sans l'ombre des druides, sans le sillon des rides, sans démons altérés, sur les coteaux dorés, tout au fond du couchant, aux bleus confins de l'océan. Terre aux ruisseaux d'argent, aux coudes sinueux, où l'été vit toujours sa splendeur bienheureuse, où la fleur toujours vieille, où le mal toujours dort, sans le souci d'un an, ni l'effroi de la mort. La terre de l'asile où le bonheur s'exile, tout au fond du couchant, aux bleus confins de l'océan. Aux mortels qui l'abordent, elle offre des blancs dix, qui passent la saveur des plus douces délices. Elle semble lointaine, à l'horizon des flots, avant la nuit prochaine, nous verrons ces palais, et puis à tout jamais ces bosquets de bouleaux deviendront notre asile où le bonheur s'exile, dans le moelleux repos des terres du couchant, aux bleus confins de l'océan. Je t'y sauve, ô Conla, mon prince aux boucles d'or, et du druide faux et des fourbes démons, mon canot de cristal t'emporte aux heureux bords de la terre bénie où nous nous aimerons. Oui, loin des maléfices du druide odieux et des sombres offices des démons envieux. Oui, je te sauverai, mon prince aux boucles d'or, de tout mal dans mes bras, le canot de cristal nous porte sur les flots jusqu'au venant du Val, où tu régneras, roi des jours et de la mort. La dernière note de la mélopée avait à peine vibré à l'oreille de Conla qu'il s'élança dans la barque magique, éblouissante et fine, fendant l'eau comme la flèche de cristal. Le roi et ses compagnons la perdit bientôt de vue dans l'incandescence du couchant, et un lourd émoi épand sentit leur cœur, prêts à justifier, car jamais dans son pays natal on ne revit Conla, le prince aux boucles d'or. Voilà. Ça sera... est-ce que je peux vous... Oui, allez. Je vous lis une autre histoire. L'escalier du géant. Sur le chemin qui conduit du bourg du passage à la ville de Cork, s'élève un vieux château, le château de Ronin. C'est là que vivaient Maurice Ronin et sa femme Marguerite, comme nous l'apprend encore aujourd'hui l'écusson sculpté sur la grande cheminée. C'est un très digne couple et qui n'avait qu'un fils appelé Philippe, tout simplement d'après le roi d'Espagne.
On assure qu'en aspirant l'air froid de ce monde, l'enfant avait éternué et l'on en augura qu'il aurait l'esprit clair, ce qui fut confirmé par la surprenante rapidité avec laquelle il apprit l'ABC. Et il continua de grandir en force, en savoir et en sagesse aux grands émerveillements de son père et de sa mère. Un matin, le jeune Philippe, qui venait d'atteindre 7 ans, disparut tout soudain et personne ne put savoir ce qu'il était devenu. On envoya les domestiques le chercher de tous les côtés, tant à pied qu'à cheval, mais tout revint sans la moindre nouvelle de l'enfant. On promit une grande récompense à qui apporterait le moindre indice, mais personne ne se montra, et les années s'écoulèrent sans que M. et Mme Ronin aient pu obtenir le moindre renseignement sur le destin de l'enfant perdu. En ce même temps vivait à Carrigaline un certain Robbie Kelly, forgeron de son métier. C'était ce qu'on appelle un bon garçon serviable. Jeunes gens et fillettes du voyage tenaient ses talents en haute estime. C'est un artiste pour faire les chevaux et pour forger un socle de charrue. De plus, il interprétait les rêves des jeunes femmes, chantait le couplet populaire au repas de noces et se montrait si plein d'entrain au baptême qu'il était parrain de la moitié du canton. Or, une belle nuit, le jeune Philippe Ronin, au 12e coup de minuit, apparut en rêve à notre ami, Robin Kelly. Il le voyait chevaucher un magnifique cheval blanc et l'entendait lui déclarer que depuis que le géant Mahon Mac-Mahon l'avait enlevé, il lui avait servi de page au cœur du rocher où il tenait sa cour. Les 7 années de mon temps de service expirent en ce moment, dit-il, et si tu viens me délivrer cette nuit, même tu connais mes parents et ta fortune est faite. C'est très joli, dit Robin, qui serait madré même dans son sommeil. Mais quelle assurance ai-je de tout ceci et autre chose qu'un simple rêve? Tu veux une assurance? Répliqua le jeune garçon. Tiens, la voilà. Et sur ce, le cheval blanc détendit ses pattes de derrière et imprima la marque de son fer sur le front du pauvre Robin, qui se réveilla en criant au meurtre. Il se retrouva dans son lit, courut à son miroir et vit entre ses 2 yeux le dessin d'un fer à cheval aussi net que s'il eût été tracé avec du sang. Et notre homme, qui n'avait jamais été embarrassé d'appliquer le rêve des autres, demeura fort intrigué, ne sachant que penser du sien. Robin connaissait bien l'escalier du géant, qui consiste en énormes masses de rochers empilés les uns sur les autres et s'élevant comme un perron colossal des profondeurs de la mer aux hauteurs hardies de la falaise Carrig. C'était marche pour jambes de géant, c'est tout là-haut, au cœur même de la falaise que vivait, assurait la tradition, le géant Mahon Mac-Mahon. Encore sous l'impression de son rêve, Robin sortit, résolu à voir ce qu'il contenait de vrai. Il prit soin de se munir d'un solide coultre de charrue qui, à l'occasion, pourrait lui servir d'argument frappant. Ainsi, tout en suivant le glen du Faucon, il se rendit au village du pêcheur de Maxtown, où demeurait un de ses vieux compères qui lui prêta volontiers sa barque et lui offrit même de lui servir de rameur pour accoster à l'escalier du géant. Après un solide souper, ils s'embarquèrent. La nuit était merveilleusement calme et la petite barque glissait sur l'eau, toute légère. La tranquillité des eaux, de la terre et du ciel n'était interrompue que par le plongeon régulier de l'aviron. Le chant lointain d'un pêcheur et le cri d'un piéton attardé qui, hélas, le passeur de Carrigalloé, qui hélait le passeur de Carrigalloé. La marée leur était favorable et en quelques minutes, Robin et son compère s'immobilisèrent sur leurs rames dans l'ombre portée de la grande falaise. Robin
chercha du regard l'entrée du palais magique, mais en vain. Son impatience croisée de seconde en seconde, et de plus en plus vexé de rien découvrir, il ne put s'empêcher de dire à son compère: « C'est un métier de dupe que de venir ici en pleine nuit sous l'impulsion d'un rêve. Et à qui la faute ?» répondit Tom, « si ce n'est la tienne. » Au moment où cette appréciation se perdait dans la nuit, ils virent la falaise rougir d'une faible lueur qui augmenta par degrés, révéla bientôt juste sous le nez de leur barque un porche digne du palais d'un roi. Ils poussèrent la barque jusqu'au milieu de la grande arche et Robin, saisissant sa coulte de charrue, entra d'un cœur vaillant dans la demeure magique. Ce vestibule était d'une extraordinaire étrangeté. Formés qu'ils étaient de villages grimaçants et grotesques qui ne cessaient de se fondre les uns dans les autres, sans jamais de garder des contours définis. Le menton de l'un devenait l'instant d'après le nez du voisin, ce qui donnait l'impression qu'un œil austère et fixe changeait en une bouche effroyablement bée. Et les lignes d'un front imposant se muaient si on les fixait en une barbe majestueuse et fleurie. Plus Robin regardait les formes qui entouraient, et plus elles lui semblaient terrifiantes, car elles prenaient d'instant en instant une impression de férocité plus sauvage. Délaissant le crépuscule et ce mouvement vestibule, il s'avança dans un couloir sombre et tortueux, et un bruit d'écoulement se produisit derrière lui, comme si la falaise rocheuse se referma sur ses talons pour engloutir à jamais. Il avait beau serrer bien fort son coultre d'acier, Robin avait vraiment peur. « Mon ami Robin, se dit-il, si tu as été un imbécile de venir ici, quel nom peut-on vraiment te donner maintenant ?» Ces mots simplement murmurés avaient à peine quitté ses lèvres qu'il aperçut devant lui, scintillant dans les ténèbres du couloir, un petit feu, pareil à l'étoile de minuit. Il avait fait tant de tours et de détours qu'il ne pouvait être question de revenir en arrière. Faisant qu'autre mauvaise fortune bon cœur, il suivit la petite flamme dansante et finit par pénétrer dans une salle spacieuse, au fond de laquelle s'accrocha la lampe errante qui lui avait servi de guide. Au sorti de la nuit profond du couloir, cette unique lumière lui permit de découvrir plusieurs personnes de statue gigantesque, assis autour d'une table de pierre massive. Elle semblait tenir conseil et pourtant aucun mot ne venait rompre le silence. Au bout de la table siégeait Mahon MacMahon, dont la barbe majestueuse se faisait qu'un avec la dalle de pierre de la table imposante. Il aperçut Robin et en fut si surpris qu'il se mit debout, ce qui en donnant à sa barbe une telle secousse que la magnifique dalle de pierre en fut immédiatement brisée. « Que viens-tu chercher ici » demanda-t-il d'une voix de tonnerre. « Je viens, » répondit Robin avec autant d'assurance qu'il put en mettre dans sa voix, bien que le cœur, au fond, lui manquât. « Je viens réclamer l'enfant de mon village, Philippe Ronin, qui achève cette nuit son temps de service. »« Et qui t'envoie ici » demanda le géant. « Je suis venu de mon plein gré, dit Robin. S'il en est ainsi, il faut que tu le découvres toi-même dans toute la foule de mes pages, dit le maître d'Océan. Et si tu te trompes avec ton choix, ta vie sera mon gage, suis-moi. » Il conduisit Robin dans une grande salle, fort longue et très bien éclairée, à droite et à gauche, le long des murailles, s'alignaient des rangées de très beaux enfants qui tous semblaient avoir 7 ans et qui tous étaient recouverts d'un vêtement de couleur verte exactement pareil. « Voici, dit Mahon, tu es libre d'emmener Philippe Ronin, si tu veux, mais souviens-toi que tu n'as qu'un seul choix. » Robin était affreusement intrigué car il y avait des centaines et des centaines d'enfants et il ne se rappelait plus bien les traits de Philippe. Il fit bonne contenance et s'avança le long des enfants alignés, suivi de Mahon MacMahon dont l'armure de fer résonnait effroyablement à chaque pas, bien plus fort aux oreilles de Robin que la batterie de son propre marteau. Il avait presque atteint le bout de la salle sans échanger un mot,
Mais Robin se dit que le seul moyen qu'il avait de se concilier les bonnes grâces du géant était d'essayer l'effet qu'il pourrait avoir sur lui quelques paroles adoucissantes. Tous ces enfants, remarqua-t-il d'une voix cordiale, ont belle et saine apparence, quoique privés de l'air frais et de la bienfaisante lumière du soleil. Il faut que notre honneur les entoure de ses soins et d'une véritable tendresse. Oui, répondit le géant gagné, c'est bien vrai ce que tu dis là, tu me sembles être un honnête forgeron. Sur ce, donne-moi la main. Robin n'aima pas beaucoup placer sa main dans la paume énorme qu'on lui présentait, et c'est son coultre de fer qu'il présenta à la place. Le géant le saisit et s'amusa à le tortiller comme il eût fait une tige de pomme de terre. À cette vue, tous les enfants poussèrent un grand éclat de rire. Au milieu de ces bruits joyeux, Robin crut entendre son nom. Et tous yeux et toute oreille, il mit la main sur l'enfant qui lui semblait venir parler en criant en même temps. Que j'en dois vivre ou mourir, c'est ici le jeune Philippe Ronin. Oui, c'est Philippe, l'heureux Philippe Ronin, s'écrièrent les jeunes compagnons qui l'entouraient, et subitement dans la salle, ce fut la nuit. Des bruits confus de rupture et d'écrasement se firent entendre, mais Robin, dans tout ce tapage et ce tremblement de terre, ne lâcha pas prise un instant, et après une série de secousses et d'ébranlements que dans la suite, il n'aimait guère et se rappelait, il se retrouva couché dans la lumière grise de l'aube, tout en haut de l'escalier du géant, et tenant le garçonnet serré contre sa poitrine. Dans tout le pays, Robin avait une foule de compères prêts à répandre le récit de sa merveilleuse aventure, et bientôt en résonnèrent les échos de tout le comté. « Es-tu bien sûr, Robin, que c'est le jeune Philippe Ronin que tu as ramené avec toi ?» Telle était la question qu'on ne manquait pas de lui adresser, malgré une disparition qui avait duré 7 années, l'apparence de l'enfant était exactement celle qu'il avait le jour de son enlèvement. « Si j'en suis sûr, eh bien, en voilà une question, répliqua Robin, considérant que l'enfant a l'œil bleu de sa mère et le poil fauve de son père, sans parler du grain de beauté qu'il porte à droite de son petit nez. En dépit de toutes ces questions, le bon couple du château Ronin ne douta pas un instant que Robin ne fût le sauveur de leur enfant et lui accordèrent une récompense égale à leur gratitude. Quant au jeune Philippe, il vécut jusqu'à un grand âge et jusqu'au bout de la mort, il fit remarquer par son habileté à travailler le fer et l'airain, et personne ne doutait qu'il n'eût appris cet art difficile pendant ces 7 années d'apprentissage chez le géant Mahon Mac Mahon. Et voilà, c'est fini les enfants. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vais vous laisser sur ces mots. Je vous dis à demain. Et je vous dis en même temps bonne nuit les petits. Mille bisous.